Le bonus cinéma, épisode 38. Alors, cette semaine, j'ai envie d'évoquer deux sorties de films d'animation pour enfants qui ont cette particularité d'être écrits, produits, co-réalisés par Arnaud Deminck. Et donc, on est à distance. Donc, peut-être que le son ne sera pas toujours bon pour ceux qui n'écoutent que le son à la radio. Mais sinon, on fait cet entretien par Zoom. Bonjour Arnaud. Bonjour Louis. Tout va bien? Oui, oui, ça va, ça va. Alors, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que tu écris des films et en produis. Au tout début, un bref parcours dans l'école de commerce et puis un master en littérature de cinéma à l'ULB. Et dès 92, 92, mais c'était la même année, tu rejoins la structure Lux Fujifilm où tu as commencé à produire et puis tu as tes propres sociétés que tu fondes en 95, 95, la boîte production à Bruxelles et les films du Nord à Lille ou à Roubaix. Dès le départ, tu avais senti que le fait des coproductions entre la France et la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était important et intéressant d'avoir une société dans chacun des pays, surtout transfrontalier comme ça. C'est vrai que je suis transfrontalier de naissance puisque mon papa est belge et ma maman est française de Lille. Donc, ayant vécu à Bruxelles, c'est là que j'ai commencé à travailler. Mais évidemment, l'envie de s'étendre et le marché français étant très important, au cinéma, c'est important de s'étendre sur ce territoire-là. Ça m'a paru très naturel d'aller fonder les Films du Nord à Lille, où j'avais voilà, des fondations familiales aussi. Ça simplifie quand même beaucoup les choses. Donc, j'ai fondé les Films du Nord dans ma chambre d'enfant, sur mon bureau d'étudiant, effectivement en 95. Et voilà, et c'était très important pour réaliser des films qui avaient une certaine ambition technique, graphique, d'être sur la frontière, de collaborer aussi avec la Wallonie, de collaborer aussi avec la Flandre. On a beaucoup travaillé avec Promimage, par exemple, du côté wallon. Donc voilà, le côté transfrontalier fait partie du ressort que j'ai actionné pour avancer dans cette carrière. Il me semble qu'à la base, les deux sociétés, notamment la boîte de production, permettent de coproduire un long métrage de fiction, chacun pour soi, de Bruno Gonzalakis, puis des documentaires et une vingtaine de courts-métrages de fiction, dont quelques-uns en animation, mais dès l'an 2000, tu écris et réalises L'Écluse, une courte fiction chorégraphique. Et dès 2001, tu décides de te consacrer exclusivement au cinéma d'animation. Oui, alors c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu touche à tout, fiction, prise de vue réelle, documentaire, animation, selon les auteurs que je produisais ou pour qui j'écrivais des scénarios. Et quand j'ai réalisé L'Écluse, j'ai en même temps réalisé que j'étais à l'étroit dans la forme de prise de vue réelle, que mon imaginaire avait besoin de plus de poésie, enfin d'une certaine poésie que j'avais du mal à transcrire, en tout cas en prise de vue réelle, alors qu'en animation, je sentais mon écriture plus à l'aise. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit Signe de vie, qui était mon premier film d'animation, voilà, qui a été, comme tu sais, à Cannes, à Annecy, primé à Clermont-Ferrand et qui a fait plus de 150 festivals. Donc là, j'ai effectivement compris que l'animation était un médium dans lequel j'allais pouvoir explorer plein de voies. Signe de vie est le début d'une trilogie chorégraphique avec À l'ombre du voile en 2006 et L'évasion en 2007. C'est vrai que à chaque fois, tu as réussi à mêler la danse, le cinéma d'animation avec une forme de poésie qu'on voyait rarement et qu'on voit rarement dans les courts-métrages d'animation. Oui, Signe de vie est un film très personnel sur le deuil et je m'étais rendu compte, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, j'en aurais pour trop longtemps, mais je me suis rendu compte que la danse permettait d'exprimer des émotions intimes, indicibles avec des mots ou très compliquées à exprimer avec des mots. Et donc, j'ai utilisé la danse pour parler en quelques minutes du deuil et surtout de la résilience, c'est-à-dire de la traversée du deuil avec le désir de faire passer la vie en premier, après la souffrance. Et alors que c'est un film très personnel,
j'ai rencontré énormément de retours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit des mails et c'est même comme ça que j'ai rencontré Agnès Jaoui qui avait vu Signe de vie à la télévision et qui m'a écrit juste après pour me dire ce qu'elle pensait du film et une relation amicale est née de ça. Donc Signe de vie, oui, ça m'a lancé et j'ai eu envie d'explorer différemment la danse avec d'autres chorégraphes, donc pour À l'ombre du voile et pour L'évasion, histoire d'aller un peu plus loin dans cette démarche avec de la danse. Et donc là, une actualité au mois d'octobre particulièrement riche avec deux sorties en salle. L'une, la première, le 12 octobre, distribuée par Cinéma Public Film, Grosse colère et fantaisie. En fait, c'est le 8e programme de court-métrage d'animation pour enfants. Là, c'est un programme de 5 courts-métrages qui sont accessibles à partir de 3 ans. Et c'est vrai que c'est une collection que tu as initiée avec Cinéma Public Film et qui rencontre un succès incroyable puisque les 7 premiers, donc c'est La Chouette et La Chouette au cinéma et tous les dérivés, vous avez dépassé le million de spectateurs. Oui, alors là, on a fait un bond de 20 ans dans ma biographie. Donc, effectivement, pendant presque 10 ans, j'ai fait des films pour adultes. Puis, en devenant papa, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature jeune public et à l'écriture pour le jeune public. On est sorti Le parfum de la carotte qui m'a fait prendre conscience du désir des spectateurs dans les salles. Et donc, comme j'étais spécialiste du court-métrage, eh bien, je me suis dit, je vais continuer à composer des programmes, mais il faudrait une petite parole, une petite ambassadrice pour accompagner ces programmes. Et c'est comme ça que j'ai conçu effectivement La Chouette du cinéma, qui vient parler aux enfants dans les salles et leur présenter, selon une thématique, plusieurs courts-métrages dans un même programme. Et donc, Grosse colère et fantaisie est un programme sur la thématique de l'émotion, de ce que voilà, l'émotion est très importante pour l'enfant qui le découvre et qui doit en faire son histoire. Et donc là, c'est le 8e programme de La Chouette. Et en effet, les 7 premiers ont dépassé le million de spectateurs dans les salles en France et en Belgique. Et je pense que Grosse colère est fort attendu aussi pour le 12 octobre. Bonjour les enfants. Vous me reconnaissez? Eh oui, je suis la Chouette du cinéma. Je reviens vous présenter de nouveaux courts-métrages. Cette fois-ci, je vous les ai rassemblés autour d'un très joli thème, le pouvoir de l'imagination. Mamie? C'est pas marrant là-haut. Il fait tout noir. Alors, dans les 5 courts-métrages, il y a notamment Vagalam de Chloé Coutel, qu'on avait nous présenté en compétition au dernier festival Le Courant d'Ilon. Et puis, il y a, comme souvent, des films que tu co-réalises. C'est le cas de Grosse colère que tu as co-réalisé avec Célia Tissaran. Oui, alors pour le film de Chloé, c'est amusant parce qu'on vient de parler de Signe de vie. Elle m'a dit, tiens, j'ai envie de faire un film avec de la danse, avec une enfant. Elle était très inspirée par Signe de vie, donc on en a beaucoup discuté et ça m'a beaucoup plu de produire un film pour enfants chorégraphique, avec aussi beaucoup d'intimité, d'intériorité. Et alors, Grosse colère, oui, de plus en plus, enfin, quasiment maintenant exclusivement, je co-réalise parce que je suis à l'écriture, je suis à la production et ça fait beaucoup de travail. Et donc, j'aime bien partager la pensée d'un film avec une co-réalisatrice ou un co-réalisateur. Et on est à deux à réfléchir. Moi, je m'occupe de l'écriture, du sens en tant qu'auteur. Ensuite, on parle du découpage. Moi, je m'occupe beaucoup du son, mais je confie une grande partie de la création de l'image à mes co-réalisatrices ou co-réalisateurs parce que moi-même, je ne dessine pas, moi-même, je ne suis pas un animateur. Et Grosse colère est une adaptation d'un livre de Mireille Dalancé, édité par l'École et Loisirs, et qui est
merveilleux petits livres pour parler avec les enfants de leurs émotions, de leur colère. Et le film, essaye d'être à la hauteur de ce livre pour aussi voilà, pouvoir partager avec les enfants cette réflexion-là. Et dans ce programme-ci, tu le disais tantôt, tu produis à la fois des réalisateurs français ou belges francophones ou belges néerlandophones. Et c'est vrai que tu as une certaine fidélité à Frits Standaerts. Oui, alors c'est vrai que ce programme est assez exemplaire de cet aspect transfrontalier dont on parlait déjà, qui était déjà là en début de ma carrière et qui est toujours là, puisque Célia Tisserand, elle est française, Chloé aussi, Fritz est belge néerlandophone, moi-même je suis belge francophone. Donc voilà, il y a un mélange d'auteurs, et puis vaguement, c'est les films qui priment. Et Fritz, oui, alors j'aime bien travailler avec des auteurs d'une manière très fidèle. Il y a des gens comme Nicolas Légory, avec qui je travaille depuis 15 ans. Il y a des réalisateurs ou réalisatrices dont j'ai produit toute la filmographie. Après, ça n'empêche pas que quasiment tous les ans, je produis un premier film, c'est-à-dire un nouvel auteur que j'aime bien révéler, comme Chloé Coutel ou comme Hugo Frassetto à son époque. Donc, oui, il y a à la fois la fidélité, la découverte de nouveaux auteurs. Bon, là maintenant, j'avance aussi vers le long métrage, donc je répéterai un peu moins le temps de découvrir de nouveaux auteurs. Mais c'est vrai que cette fidélité, elle est là, parce que quand on s'aime bien, quand on se comprend bien, c'est quand même plus simple d'aller fabriquer un film qui est toujours une aventure compliquée. Grosse colère et fantaisie permet d'aborder des thématiques accessibles aux enfants, mais notamment, j'aime beaucoup le court-métrage Quand j'avais peur du noir. Oui, alors c'est vrai que Quand j'avais peur du noir, je crois que c'est le film qui correspond le mieux à ma propre enfance. J'avais très peur dans le noir quand j'étais gamin, j'avais des cauchemars, je voyais des fantômes partout, je protégeais mes doudous et mes nounours parce que j'étais sûr qu'on allait venir me les voler. Donc Quand j'ai peur du noir, cette sorte de phobie nocturne est je crois, bon, très répandue. En tout cas, je l'ai vécu très longtemps dans ma prime enfance. Et donc ça m'a beaucoup amusé de faire un film de nouveau adapté d'un album de Mireille Delancey, où on joue sur ses peurs, mais avec évidemment beaucoup de poésie, un brin d'humour, et que évidemment tout se termine bien. D'ailleurs, Mireille Delancey m'avait dit: comment tu vas adapter ce livre? Moi, je ne le lis plus, il fait trop peur aux enfants. Ah ben, avec la musique, avec le rythme, on va pouvoir bien doser et s'amuser et amuser les enfants. C'est vrai qu'on oublie souvent que les enfants aiment bien jouer à se faire peur aussi. Et ils aiment bien le miroir de la peur tant qu'il y a autour d'eux ou dans le film les ingrédients pour assez vite déconnecter et qu'il n'y ait pas un traumatisme, évidemment. Et le programme se termine par un autre cinéaste que tu as souvent produit. Je me souviens des Fables de La Fontaine qu'il avait mis en animation. C'est Fabrice Luong-Vija pour la trop petite cabane. Alors, Fabrice a travaillé sur La trop petite cabane avec Hugo Frassetto, qui pour un souci Ah oui, personnel c'est Hugo avait Frassetto qui réalise et voilà. Voilà, Hugo Frassetto réalise sur un scénario que je lui avais proposé. Fabrice Luong-Villa est venu, mais effectivement, il y a tout à fait le style d'humour de Fabrice Luong-Villa dans La trop petite cabane. Et Hugo est un réalisateur que j'ai découvert il y a longtemps et dont j'ai produit tous les courts-métrages. Bon, sa voix aujourd'hui au cinéma, je crois, évolue beaucoup. Mais oui, Fabrice Luong-Villa a cet humour très rythmé qu'il a dans Les Fables en délire et qu'on retrouve dans La trop petite cabane. Alors, comme pendant les 2 années perturbées par la pandémie qu'on a connue, ça n'a pas empêché les films du Nord et la boîte de production de produire. Il y aura un autre programme de court-métrage qui sortira aussi au mois de novembre. Oui, ça s'appelle Un hérisson dans la neige, un programme qui est construit autour d'un 26 minutes d'Isabelle Favez, et qui s'appelle Giuseppe, et 2 courts-métrages de Pascal Ecquet, Pourquoi la neige est blanche et Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne. Et c'est vrai que j'avais envie de faire des petits documentaires animés pour les enfants, mais un documentaire, c'était un peu trop sérieux. Donc, je suis parti pour ces 2 courts-métrages de Pascal Ecquet en tant qu'auteur de contes étiologiques, donc de contes d'explication, de contes traditionnels populaires qui posent des questions et qui, en général, trouvent des réponses totalement fantaisistes. Mais bon, ça date d'une époque où on n'était pas aussi scientifique qu'aujourd'hui. Et donc, je repars avec humour d'un papa qui raconte cette histoire fantaisiste. Et puis, en fait, le film explique en même temps, avec les connaissances d'aujourd'hui, pourquoi la neige est blanche et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. Et voilà, et c'est un programme d'hiver. C'est mon premier programme d'hiver qui sort donc en novembre. Et voilà, j'espère qu'il sera aussi magique que l'est la neige pour les enfants sur cette période-là.
Alors, quel conte avez-vous envie d'écouter aujourd'hui? Le conte de la fleur de l'Himalaya. Encore? Oui. Mamie a dit qu'elle existait encore. Je crois qu'on pourrait aller en cueillir une. C'est très haut, tu sais, l'Himalaya. T'es sûr de vouloir faire ce voyage? Oui, c'est pour ma grand-mère. Tu n'es pas arrivé. C'est très loin et très haut. Il y a quelqu'un? Dis-moi, petit souris, comment oses-tu venir ici? Les prédateurs ne manquent pas dans la forêt. Des renards, des hiboux, des lynx. On parle même d'un loup. Mais où vas-tu, petite intrépide? Je veux aller chercher la fleur de l'Himalaya. Ce machin-là, c'est pour faire un bagage. Mais c'est un ukulélé. Que pourquoi? C'est pas tous les jours qu'une petite souris ose chanter avec une renarde. Mon ami, et laisse-toi aller. Et c'est rythme-là t'emballer. Tu as du rythme, toi. Tu n'essayerais pas de m'en chanter? Ne l'oublie pas, et tu envoies de quoi te lâcher. T'as tout au fond de toi, de quoi te lâcher. J'admire ta rayonne, souris. Bonne chance. Elle est où? Le 19 octobre, c'est un grand moment parce que c'est toujours émouvant quand on a son premier long métrage qui sort au cinéma. Déjà, quand on arrive à faire un premier long métrage et en plus en animation, c'est encore plus rare. C'est très long. Yuku et la fleur de l'Himalaya que tu as co-réalisé avec Rémi Durin. Vous aviez déjà réalisé, tu l'as évoqué tout à l'heure, le parfum de la carotte, qui était un moyen métrage déjà avec chanson. Et donc là, vous vous retrouvez. Ça a été long à écrire, développer et produire Yuko et la fleur de l'Himalaya. Oui, j'ai commencé à l'écrire il y a 7 ans. C'était une histoire que j'avais écrite pour ma fille Lily. Et comme elle avait bien aimé, j'ai continué à travailler dessus. Je pensais en faire un moyen métrage comme Le parfum de la carotte, mais il était autour de 40-50 minutes. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de chanson. C'était une histoire, une aventure. Et puis, j'ai eu envie de retravailler aussi avec des chansons. Et en faisant des chansons, en plus, ça prend un peu de place, évidemment, dans le film. Le film est devenu un long métrage. Donc, il a fallu 3 ans pour écrire, développer, refaire les recherches graphiques avec Paul Jadoul, travailler le découpage avec Rémi Durin. Et c'est vrai qu'après, il a fallu trouver les financements. Ça prend quand même un certain temps pour un premier long métrage d'animation. On n'a pas une notoriété, ce n'est pas une marque. Donc, ce n'est pas facile pour convaincre. Mais voilà, nous y sommes parvenus. Puis, il a fallu 1 an et demi, 2 ans de fabrication et 6 mois de préparation de sortie. Donc, c'est une aventure de 6-7 ans qui arrive sur les écrans, évidemment, avec beaucoup d'émotion. Le 19 distribué octobre. par GBK Film. Donc, c'est une coproduction belgo-franco-suisse avec Artemis Productions, les Films du Nord, la boîte production, Vivement Lundi, et Nadasdi Film en Suisse, avec les soutiens de télévision et du Centre du cinéma, de l'Office fédéral de la culture en Suisse et le Tax Shelter belge. Là, c'est effectivement une comédie musicale avec des personnages qui sont des animaux auxquels effectivement les enfants et les adultes vont pouvoir s'attacher. C'est presque là la lignée de Walt Disney. Oui, d'ailleurs au niveau de la musique, c'est mes inspirations disneyennes avec les Aristochats ou le Livre de la jungle qui m'ont guidé dans l'écriture de mes chansons. J'ai écrit les chansons, mais c'est Alexandre Brouillard qui, comme pour Le parfum de la carotte, a composé les musiques des chansons. Et c'est vrai qu'il y a un swing de l'écureuil et de Yuku qui est vraiment un parallèle avec le swing du roi Louis et de Mowgli dans la forêt. Et voilà, donc ça c'est vrai qu'il y a quelque chose de disneyen dans l'approche. En même temps, on est dans le conte, comme souvent Disney aussi, et dans le conte, il y a à la fois du merveilleux, il y a à la fois le film se termine bien, c'est un happy end, mais il y a des moments difficiles, il y a des moments qui font peur, il y a des moments douloureux, et donc c'est aussi une traversée d'émotions que ce film, sachant que le message de Yuku, c'est
quand même le rythme de la vie, l'envie de vivre, de partager, d'être dans l'amitié et dans le bonheur, quoi. Alors, on se trouve dans les plus hautes montagnes de la Terre, où il y a une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil, la fleur de l'Himalaya. Et il y a Yuku, une jeune souris, qui quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l'offrir à sa grand-mère, qui devra bientôt suivre la petite hôte aveugle dans les méandres de la Terre. Et donc, effectivement, les personnages, Yuku est une petite souris qui joue du ukulélé et qui est assez espiègle. Oui, alors la Parlons grand-mère d'abord de des Yuku. personnages et on viendra aux acteurs et actrices qui font les voix juste après. D'accord. La grand-mère est une grande conteuse, elle conte aux enfants les histoires traditionnelles, et Yuku, qui est la plus grande des enfants, accompagne sa grand-mère au ukulélé, et celle à qui transmet la grand-mère transmet cet art du conte pour qu'un jour elle puisse prendre sa place. Et donc c'est vrai que le ukulélé est une sorte d'instrument magique entre ses mains, c'est même une arme parfois dans les moments difficiles, et c'est grâce à cet instrument qu'elle va charmer pas seulement les spectateurs, mais aussi chaque personnage qu'elle croise sur sa route quand elle aura des moments difficiles. Je ne vais pas trop spoiler le film, évidemment, mais c'est vrai qu'elle croise une belle galerie de personnages dont certains pourraient être menaçants, et grâce à son ukulélé, elle arrive à traverser et passer par les mailles du filet. Donc, elle va rencontrer, je vais en citer quelques-uns, le chat de la cuisine, le rat d'égout, un lapin, un écureuil, une renarde, un loup, et puis effectivement la fleur de l'Himalaya. Cette comédie musicale, tu l'as dit tout à l'heure, tu as écrit les chansons, mais en même temps, tu te permets d'aborder différents styles de musique, du scat, du rap, de musique entraînante et des contes. C'est vrai que c'est très varié comme style musicaux. Oui, alors j'avais envie d'être tout le temps jazzy, parce que quel que soit le style de musique, on est toujours dans une forme jazzy. Le rap, le blues, le boogie-woogie, on est quand même toujours dans une approche jazzy en termes d'instruments et d'interprétation. Mais il y a une variété, il y a une variation, puisqu'elle passe d'un personnage à l'autre, et il faut que ce soit chaque fois une séquence très différente de la précédente et de la suivante. Et voilà, et oui, comme dans le parfum de la carotte, j'avais déjà utilisé un certain type de musique jazz, il fallait en plus que je trouve ici une variation et que je change. Mais un ska, un boogie, un blues, oui, c'est a priori pas des musiques qu'on dit enfantines, mais vu la façon dont elles sont interprétées, les enfants ne pourront que swinguer dessus. Alors, c'est un film familial, parce qu'effectivement, c'est ta propre fille, Lily, qui fait la voix de la petite souris. Oui, alors Lily, elle chante depuis longtemps. Elle était à Bruxelles dans une école qui s'appelle l'école du Centre, à rayonnement musical, où ils mettaient beaucoup l'accent sur la musique et sur le chant. Et donc, elle était très à même avec moi de tester mes chansons, en fait, de tester ce que je faisais. Donc, comme elle le faisait très bien, qu'elle a une jolie voix et qu'elle avait déjà fait des voix pour pas mal de mes courts-métrages, c'était le plus simple pour moi en tant que réalisateur avec Rémi de continuer à travailler avec Lily, puisqu'elle avait bien les chansons en elle et qu'elle était en capacité d'interpréter le personnage. Elle était entre-temps, elle avait déjà 12 ans entre-temps, quoi. Après, il fallait trouver d'autres voix pour les autres personnages, mais je suppose que tu vas venir à cela. Ben oui, donc le bonheur de retrouver Agnès Jaoui, qui fait la renarde, elle avait déjà fait une renarde. Oui, elle avait déjà chanté pour notre première comédie musicale Sous un coin de ciel bleu, réalisée avec Cécilia Mare Rosmarum. Et on s'était rencontrés ainsi. Et ensuite, elle a accepté de faire la renarde. Et quand je lui ai demandé pour le long, on m'a dit « Je suis ta renarde forever ». Très bien, j'espère que j'aurai d'autres films avec des renardes. Mais oui, c'est une relation assez longue en durée avec Agnès Jaoui, amicale. Et ce qui est gai, c'est de pouvoir jouer avec ces personnages et s'amuser à l'interpréter. Donc oui, c'est un grand plaisir de retrouver Agnès Jaoui sur ce film, ainsi que d'autres. Ce qui est beau aussi, c'est que chaque chanson permet de faire avancer l'histoire et de poser des questions, parfois des énigmes. La chanson de la renarde, c'est la plus bucolique du film et qui est porteuse d'une certaine philosophie. C'est quand même sensible dans la période à laquelle on vit,
la préservation de la nature et de la biodiversité. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énigmes dans ce conte, dans cette histoire, et chaque énigme, les gens, je ne vais pas spoiler, mais chaque énigme en fait pose une question extrêmement différente, mais en même temps c'est chaque fois quasiment la même réponse. C'est le bonheur, il est là à tes pieds, il est là dans ton cœur, il est là à côté de toi. Et c'est vrai que c'est aussi le thème de la chanson qui donne un peu la philosophie de l'ensemble du film, c'est Carpe diem, profite de la journée telle qu'elle est, profite du bonheur tel qu'il est là aujourd'hui, et ne te fais pas de l'inquiétude pour l'avenir. Sachant que la vie, elle roule et qu'elle continue. Alors, il y a des souffrances, mais l'amitié, l'amour sont là pour venir nous aider à traverser ces moments difficiles. Donc, c'est vrai que c'est très philosophique comme conte, et la renarde, Agnès Jaoui, chante la chanson la plus bucolique et la plus philosophique du film. Le rat d'égout, il fallait que ce soit un chanteur avec une voix forte, profonde, rocailleuse. Et Arnaud t'a fait un cadeau merveilleux. Oui, Arnaud a cette voix extraordinaire qui est profonde, qui est douce en même temps. Et c'est vrai que le rat d'égout était d'abord une menace. C'était un personnage menaçant, a priori un personnage dangereux. Donc il fallait que sa voix soit impressionnante aussi, qui résonne dans les égouts, qui fasse peur aux enfants. Mais avec Yuko qui chante, avec Yuko qui l'invite à chanter le blues sur son ukulélé, eh bien tout d'un coup, ce personnage évolue, et à travers le blues, il exorcise sa propre douleur, et ils deviennent amis. Et donc c'est vrai que Arnaud, pour chanter ce blues, c'est un cadeau merveilleux fait au film. Et c'est d'ailleurs en chantant le blues qu'il incarne vraiment le mieux le personnage. Et oui, c'est chaque fois qu'on l'entend, on est très touché, évidemment, parce qu'en plus, une de ses phrases, c'est qu'il lui a peur de la petite taupe aveugle, qui est donc le personnage qui vient chercher en fin de vie les personnages, comme la grand-mère. Et voilà, évidemment, Arnaud nous a quittés cette année, donc il y a un écho assez touchant entre la vie, la rencontre avec Arnaud. Un souvenir de la séquence et de la séquence d'enregistrement? Oui, alors Arnaud a cette façon d'être extrêmement détaché. Il est lui-même, entièrement lui-même, donc on se demande comment est-ce qu'il va pouvoir être le personnage que j'ai écrit pour le film, parce que c'est Arnaud, et c'est Arnaud qui parle. Mais quand il a commencé à chanter, il est devenu le personnage. Et ça a été un moment magique, parce qu'avec Rémi Durin, on travaille avec Arnaud, et on a eu un peu peur à un moment donné. On dit, on sent trop Arnaud, on sent pas assez un personnage du film. Mais quand il a commencé à chanter, c'était merveilleux. Donc on a réenregistré après tous les dialogues, après qu'il ait chanté, il est resté le rat, il est resté ce personnage qu'il a beaucoup aimé interpréter. Haute voix grave et reconnaissable, et qu'on a toujours un bonheur de retrouver dans les voix des films et courts-métrages que tu écris, co-réalises et produis. C'est Tom Novembre qui fait le loup. Ah, Tom Novembre, oui. Tom Novembre, c'est aussi un cadeau pour le film. Il a aussi une voix merveilleuse, très grave aussi, mais très différente de celle d'Arnaud, avec un accent évidemment totalement différent, et grande générosité. Tom Novembre, il avait une grande envie d'interpréter ce loup et de lui donner toute son âme. Le loup est ambigu, il est méchant, et en même temps il se rend compte que bon, peut-être qu'il pourrait être un loup naturel et pas un loup des contes méchant, mais en même temps sa nature, c'est un personnage ambigu, et Tom Novembre a très bien su l'incarner, et le chanter aussi, évidemment. Un bon boogie-woogie, c'est agréable d'entendre chanter par une voix grave comme ça. Et alors, il y a le personnage du lapin qui a un grain de folie, et là, pour lui donner chair et sa voix, c'est une star de la chanson en Belgique, Alice on the Roof. Elle est un peu connue en France, elle n'est pas encore complètement aussi star qu'en Belgique. Elle a même été actrice dans le dernier long métrage de Yann Bucois. Et donc, effectivement, c'est Alice on the Roof qui fait le lapin. Le lapin qui chante et danse un rap totalement fou. Effectivement, il fallait un personnage waouh, quoi. Il fallait un personnage qui explose. Et pour ceux qui ont eu la chance de voir Alice on the Roof sur scène, c'est une bête de scène, Alice on the Roof. Et dès qu'elle est derrière un micro, elle se transfigure, c'est extraordinaire, parce que c'est une fille super simple et agréable et sympa comme ça quand on boit un coup avec elle au bar de chez Piste Rouge du studio. Mais quand elle est devant le micro, tout d'un coup, mais il y a quelque chose qui devient extraordinaire. Elle adore interpréter, elle a beaucoup bossé son personnage. Elle est arrivée au studio
sans avoir encore ce type d'expérience, et elle a vraiment bossé le lapin, elle avait trouvé une voix, elle avait cherché une voix, trouvé une voix, elle avait trouvé une intonation. Avec Rémi Durin, on a assez peu dû la diriger parce qu'elle était vraiment, elle avait trouvé son personnage en arrivant déjà au studio, et puis c'est voilà, une bête de scène, elle adore, elle est faux-folle, mais avec un talent dans la voix qui est exquis. Euh, Ceux qui suivent les activités du Centre Wallonie-Bruxelles, on a eu la chance de la recevoir en 2019 pour un concert dans le cadre d'une carte blanche de son amie Émilie Dequesne, quand on consacrait un plein feu à Émilie. Et c'est vrai que c'était un bonheur de la voir effectivement derrière son piano à chanter, et à prendre plaisir et à rendre joyeux toute la salle qui la découvrait presque lors de ce concert en 2019 au centre. Un petit mot sur ton co-réalisateur, Rémi Durin. Alors Rémi Durin est un réalisateur que j'avais repéré déjà quand il était à la Cambre, parce que c'est rare de rencontrer un tel talent de metteur en scène. Et donc, dès qu'il est sorti de la Cambre, je l'ai contacté pour produire ses courts-métrages à lui en tant que réalisateur. Et voilà, on bosse ensemble depuis qu'il est sorti de la Cambre, donc depuis quand même plus de 15 ans. Et de là naît évidemment des relations très amicales, de confiance, on se parle souvent, on sait comment on bosse ensemble, et on avait déjà fait Le Parfum de la carotte. Voilà, pour un premier long métrage, j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi, en qui j'avais une totale confiance pour la mise en scène, sachant que c'était un boulot immense. Et moi, j'avais surtout envie de m'occuper du son, qui était un énorme boulot sur une comédie musicale aussi, la direction des comédiens, tout le travail du son et de musique. Et donc voilà, travailler avec Rémi, c'était un bonheur relationnel et artistique. C'est vraiment un excellent metteur en scène. La technique d'animation, c'est vrai que c'est du dessin, presque image par image, mais avec ordinateur. Ah oui, Paul Jadoul nous a fait un petit mixte technique assez sympa. On Donc mélange Paul la 2D. Jadoul, qui a Oui, aussi fait la Cambre, qui fait partie avec Rémi et un troisième larron. Ils ont fondé leur studio d'animation, l'Enclume, à Bruxelles en 2007. Donc c'est vrai que c'est Paul Jadoul qui est le créateur graphique. oui, alors Paul Jadoul, la chance que nous avons eue, c'est qu'il est non seulement l'auteur graphique, mais il est aussi directeur technique. C'est-à-dire que c'est lui qui a les mains dans l'ordinateur et qui a trouvé beaucoup des solutions pour ce film. Donc on mélange la 3D sur un logiciel libre qui s'appelle Blender avec de la 2D, que ce soit dans les décors, dans les personnages, notamment pour avoir un certain rendu des poils, pour avoir un certain rendu d'animation. Et bon, c'était un dialogue permanent entre Paul, Rémi, aussi de l'Enclume, avec Jérémy Mazurek, qui est la personne que tu pensais tout à l'heure, et évidemment les autres studios, Vivement Lundi, Nadasdi, Les Films du Nord, Rainbox. Donc c'est un boulot dingue parce qu'on est dans l'expérimentation au jour le jour sur une production comme ça. Donc on faut tout le temps être en partage et lier l'artistique et le technologique. Donc c'est pas une mince affaire, mais voilà, avec l'équipe de l'Enclume, Pierre Mousquet comme directeur d'animation, on est passé à travers toutes ces difficultés, et c'est vrai que l'image est magnifique et beaucoup de gens le reconnaissent. Est-ce que ça veut dire que chaque personnage animal a été développé par une équipe d'animateurs des studios coproducteurs? Je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question, mais les personnages ont été conçus par Paul Jadoul. Ils ont été fabriqués en rig, en marionnette avec Rainbox à Lille. Et ensuite, ça a été envoyé en Suisse où ils ont fait une grande partie de l'animation avec l'Enclume. Donc, les animateurs, il y avait une 10 à 15 personnes en Suisse, la même chose en Belgique. Les décors ont été faits du côté de Rennes. Oui, tiens. Pardon. On est en famille. C'est Yugo qui part pour son après-midi. Donc, oui, c'est un travail. On n'a pas consacré un personnage par animateur. Tout le monde travaillait. Mais c'est vrai que certains se sont au fil du temps spécialisés sur la souris ou sur le rat ou sur le lapin. Mais malgré tout, nos équipes ne sont pas énormes. Ils ont quand même travaillé un peu sur tout. Et alors, il y a 3 compositeurs. Tout à l'heure, tu as parlé d'Alexandre Brouillard, avec qui tu avais déjà travaillé, mais il y a aussi Yann Volsi et David Rémy. Là aussi, c'est parce qu'il y a tellement de genres différents que
certains étaient plus à l'aise avec un style de musique ou pas? Oui, oui, alors, bon, bah, évidemment, Alexandre Brouillard pour les chansons. Ensuite, j'avais besoin de travailler une musique de film. Euh, c'est autre chose qu'une musique de chanson. Alexandre, on a fait aussi déjà pour des courts-métrages, mais là, j'ai eu envie de travailler avec Yann Volsi, qui était aussi le chef monteur son du film, pour être vraiment en symbiose entre les ambiances, les bruitages, la musique. C'est à la note près, et la note à l'image près aussi. Et donc, c'est un travail de précision et de dentelle pour lesquels il faut avoir une certaine dose d'expérience quand même et du matériel. Et donc, j'ai souhaité travailler avec Yann qui avait toutes ces capacités-là. Ensuite, David Rémy, ben oui, c'est le joueur du ukulélé. Le ukulélé, à un moment donné, est tellement ressenti qu'il est composé à l'écran. À un moment donné, il y a des parties qui sont composées à l'écran. Donc, on a demandé à David de venir au studio d'enregistrement et de jouer devant l'écran et de chercher des notes, notamment sur la montagne ou pendant le rêve, qui sont des moments un peu difficiles à composer. Enfin, on peut composer pour tout moment, mais c'est vrai que là, il était c'était organique, il était vraiment lié à l'image. Et donc, c'était très bien de l'avoir comme co-compositeur sur les morceaux de ukulélé. Il partait parfois des thèmes d'Alexandre Brouillard ou travaillait avec Yann Volsi. Et c'est vrai qu'il a été parfois en solo devant l'écran pour nous donner vraiment quelque chose d'extrêmement minutieux et personnel. Alors, pour la production du film, vous avez aussi bénéficié de l'unité des programmes jeunesse de Canal+. Mais le film a été dévoilé en plein air en juin au Festival d'Annecy. Comment était cette première projection pour vous et toute l'équipe? Bucolique. Mais c'était bien, c'était marrant parce que finalement, c'est vrai que le Festival d'Annecy peut générer beaucoup de stress parce qu'il y a beaucoup de regards scrutateurs du monde de l'animation. Et en étant sur le paquet, c'est-à-dire sur la grande pelouse à côté du lac d'Annecy, on était avec le public d'enfants d'Annecy, donc avec le vrai public d'un film comme Youkou. Et comme on était assis par terre, qui faisait magnifique, on était dans la nature, et que c'était un film qui se passe dans la forêt principalement, on était en symbiose et avec le monde qu'il regardait et avec le monde qui nous entourait. Donc c'était très bien. C'était très bien pour démarrer avec simplicité la première projection mondiale de Youkou. Donc, je rappelle, Grosse Colère et Fantaisie, programme de 5 courts-métrages dont la durée est à peu près 45 minutes, sort en salle le 12 octobre. Et Youkou et la fleur de l'Himalaya, sublime comédie musicale en animation pour enfants. Le film dure 1h05, sort le 19 octobre, idéal pour juste avant les vacances de la Toussaint. Et donc, voilà, j'engage vraiment même les adultes qui n'ont pas d'enfants à aller voir Youkou parce que c'est formidable. Et tous ceux qui ont des enfants, vous allez passer des moments merveilleux. Bravo Arnaud pour tout ce que tu fais, tant en écriture, en réalisation qu'en production, parce que c'est assez incroyable que depuis tant d'années, tu arrives comme ça à développer des films et soutenir des auteurs qui sont vraiment importants dans le cinéma français, le cinéma belge francophone. Vraiment, bravo Arnaud. Merci. Merci Louis. Eh ben, tous au cinéma et à très bientôt.